Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. C'est un livre événement dont la sortie a été précédée de longs papiers dans le quotidien Le Monde et l'hebdomadaire l'Obs. La Familia Grande, publiée au Seuil le jeudi 7 janvier. Dans ce livre, Camille Kouchner, 45 ans, accuse d'inceste son beau-père, le politologue Olivier Duhamel. Elle raconte les violences sexuelles qu'il aurait fait subir à son frère jumeau pendant au moins des mois quand ils étaient adolescents. Cet épisode de Code Source est raconté par deux journalistes du Parisien, Timothée Boutry du service police-justice et Yves Jéglé du service culture. Elle dit avoir écrit au nom de toutes les personnes touchées par l'inceste. Camille Kouchner, élevée par Olivier Duhamel, révèle l'inceste qu'aurait commis son beau-père sur son frère jumeau. Timothée Boutry, je précise que vous êtes à distance en raison de l'épidémie de coronavirus. Olivier Duhamel, politologue très médiatique, spécialiste de la Constitution, ancien député européen socialiste, accusé d'inceste par sa belle-fille. Comment réagissent ses proches ? Certains, comme Luc Ferry ou Elisabeth Guigou, disent qu'ils découvrent totalement cette histoire. D'autres sont moins surpris, comme par exemple la politologue Janine Moncus-Lavo qui me dit je me posais la question quand ça allait sortir. Mais je me suis surtout longuement entretenu avec Patrick Rothman, le célèbre documentariste et historien, qui a appris la nouvelle en 2010 de la bouche de Marie-France Pizier et qu'il a été abasourdi. Il était le détenteur de ce secret, mais comme il l'explique, il dit que c'était pas à moi de le révéler, c'était aux victimes de le dire ou non, de parler de ces faits-là. Olivier Duhamel peut avoir à répondre de ces faits devant la justice ? Bien écoutez, le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire dès le 5 janvier, dès la parution des articles de presse. Il y a déjà une première question qui vient se poser, qui est celle de l'éventuelle prescription des faits. À première vue, les faits semblent prescrits, c'est-à-dire que l'action publique ne peut plus être engagée, mais ça mérite quand même une analyse. Mais l'objet de l'enquête, ça va aussi être de rechercher d'éventuelles autres victimes. Qui sait, peut-être que Olivier Duhamel aurait abusé d'autres personnes, d'autres mineurs. Donc voilà, c'est ces deux axes en fait que la justice va creuser. Déjà une analyse sur la prescription ou non des faits dénoncés par Camille Kouchner et la recherche d'éventuelles autres victimes. Il a réagi ? Il a publié un message sur Twitter dans lequel il annonce qu'il démissionne de son poste de président de la Fondation nationale de sciences politiques parce qu'il est mis en cause dans une affaire privée. Et depuis, il a supprimé son compte Twitter. Donc il est surtout resté très silencieux, il ne s'est pas expliqué. Mais c'est vrai que c'est quand même le début d'une mort sociale qui s'annonce. Oui. Pour mieux comprendre cette affaire, Yves Jéglé, vous allez nous raconter ce que contient ce livre de Camille Kouchner. D'abord, qui est-elle en quelques mots ? C'est un professeur de droit important. Elle a publié une thèse dans les années 2000 sur le droit privé. Elle a 2 enfants et c'est la compagne de Louis Dreyfus, président du directoire du journal Le Monde. Ce livre, ce n'est pas un roman, c'est un récit. Oui, un récit, ça veut dire qu'il y a quand même un travail littéraire important. La langue est élégante, percutante, c'est très travaillé, mais tout y est vrai. Simplement, quelques prénoms des personnes réelles dont elle parle ont été changés, notamment ceux de son frère, de sa famille. Camille Kouchner est née en 1975. Elle grandit à Paris dans un milieu intellectuel. Qui est son père à ce moment-là ? C'est la fille de Bernard Kouchner, qui est une sorte de héros de la gauche, de la médecine humanitaire. C'est quelqu'un qui, juste avant sa naissance, crée Médecins du Monde, puis Médecins sans frontières. Il va au Biafra, il est vraiment au secours de populations opprimées. Par contre, ce qu'elle raconte dans le livre, c'est qu'il est très peu chez lui. Sa mère, elle aussi, est une personnalité. Sa mère est vraiment une figure de roman. Donc elle s'appelle Evelyne Pizier, c'est une pionnière du féminisme. Elle a eu une jeunesse incroyable. Dans les années 60, elle part à Cuba, avec des gens de gauche, et Fidel Castro tombe amoureux d'elle. C'est son amour de jeunesse, ils ont une liaison qui dure des années. Bernard Kouchner, d'ailleurs, est de ce voyage. Il lui fait la cour pendant des années. Et finalement, un jour, sur le tarmac d'un aéroport, elle se dit « oui, c'est l'homme de ma vie ». Ensemble, Evelyne et Bernard auront 3 enfants. Ils ont un premier fils, d'abord l'aîné, qui dans le livre s'appelle Colin. Et puis quelques années plus tard, ils ont des jumeaux. Donc l'autrice du livre et son frère, qui est prénommé Victor dans le récit. On parlait d'Evelyne, mais sa sœur Marie-France Pizier, elle non plus n'est pas n'importe qui. En effet, Marie-France Pizier, qui est la petite sœur d'Evelyne, est une actrice qui a eu vraiment son heure de gloire dans les années 70, 80, 90. Elle a joué au cinéma, elle a eu 2 Césars. Elle a joué dans des films de Téchiné, beaucoup de Truffaut. Elle a joué beaucoup au théâtre également. C'est une figure importante.
Evelyne Pizier se sépare de Bernard Kouchner en 1980 et elle va tomber amoureuse d'un certain Olivier Duhamel. Qui est-il à ce moment-là ? Alors, Olivier Duhamel, c'est une figure intellectuelle importante de la gauche. Il est beaucoup plus jeune qu'elle, c'est un couple atypique, il a 9 ans de moins qu'elle, mais il est déjà reconnu comme professeur de droit. D'ailleurs, ils font le même métier, donc ils sont très proches. Il est aussi constitutionnaliste, c'est donc un grand spécialiste de la Constitution française, auquel il va consacrer beaucoup de livres. Il joue un rôle important à Sciences Po. Et puis, c'est vraiment une figure de cette gauche post-68, très élégant, très drôle. Vraiment, il séduit toute la famille. Leur maître mot à tous les deux, c'est la liberté. Oui, alors la liberté en beaucoup de sens. Politiquement, donc, ils sont pour une gauche à l'époque plutôt révolutionnaire. Ils sont tous les deux assez proches de Cuba. Et puis, c'est aussi la liberté dans la vie privée. C'est-à-dire que lui peut avoir des maîtresses et elle peut avoir un ou des amants. Ils se voient comme un couple à la Sartre et Beauvoir où chacun peut faire ce qu'il veut. Ils vivent à Paris, près du Jardin du Luxembourg, mais ils vont en vacances dans le Var, à Sanary, où ils ont une maison. Racontez-nous l'ambiance dans cette villa. Donc c'est une maison avec un très grand terrain, une piscine. Ils y passent vraiment tout l'été. Vu que ce sont des universitaires, ils ont aussi beaucoup de vacances. Et donc ils y reçoivent en fait leur réseau, leurs contacts. Il y a donc des gens très différents, mais qui tous ont un lien avec la gauche mitterrandienne, rocardienne. Et ces gens-là, c'est ce que Camille Kouchner et sa famille, à l'époque, appellent la Familia Grande. Oui, alors la Familia Grande, c'est la grande famille. Et si c'est en espagnol, c'est que c'est un clin d'œil à toutes leurs amours pour ces révolutions latino-américaines. Il y a d'abord Cuba, Fidel Castro, et puis il y a aussi le Chili, où à cette époque, Allende est élu président, il est communiste. Et d'ailleurs, c'est au Chili que le couple adoptera plus tard 2 enfants. Et donc l'ambiance est très festive dans cette maison avec tous ses invités. Oui, en effet, Olivier Duhamel est un bon vivant. Il adore jouer aux cartes, il adore jouer au poker. Et il associe les enfants à tous ces jeux. Il n'y a pas d'horaire, les enfants sont considérés pratiquement comme des adultes. Il y a aussi cette piscine autour de laquelle on joue en permanence, on se baigne éventuellement nu, puisque voilà, c'était l'époque. Olivier Duhamel, notamment, se baigne quasiment à chaque fois tout nu, c'est ce que raconte Camille Kouchner. Oui, Camille Kouchner explique qu'il ne porte qu'un paréo quand il est autour de cette piscine, il ne porte pas de maillot, et le paréo tombe quand il plonge et puis il se relève. Alors là encore, il y a tout de même un contexte, puisque l'autrice raconte que sa mère ne portait pas de culotte, et ça n'a aucune connotation sexuelle. C'est qu'elle considérait, voilà, dans ces années post-68, qu'une culotte ou un soutien-gorge était une sorte de contrainte insupportable pour les femmes, et elle demande à ses enfants de faire pareil. Sur les murs, Camille Kouchner se souvient qu'Olivier Duhamel mettait souvent des photos de membres de la famille dénudés. Oui, Olivier Duhamel aimait beaucoup prendre des photos, pas spécialement des enfants et des adultes, et il prenait souvent des plans rapprochés de parties du corps, pas toujours sexuelles, mais il y avait quand même des photos de poitrine, de fesses, de hanches qui étaient accrochées effectivement sur les murs de la propriété. Et on parlait de la liberté du couple Olivier Duhamel-Evelyne Pizier. Camille Kouchner a en tête un souvenir très précis. Oui, elle raconte que quand elle était petite, dans l'appartement familial, il y a un dîner avec des connaissances comme il y en a presque tous les soirs. Et elle remarque un drôle de manège sous la table. C'est Olivier Duhamel qui est en train de faire du pied ou de caresser la cuisse de la femme d'un de ses meilleurs amis. Donc elle est très choquée, c'est une enfant. Elle le raconte à sa mère après, qui l'engueule en lui disant « Mais je sais, on fait ce qu'on veut. Moi aussi, je fais des choses, etc. La baise, c'est notre affaire. » Evelyne Pizier emploie ce mot avec sa fille. Toujours sur cette période, Camille Kouchner ajoute aussi le témoignage d'une femme qui était enfant quand elle est venue en vacances dans la maison de Sanary. Oui, elle parle d'une des enfants en fait d'un couple, qui est un couple d'amis qui a 12 ans et qui plus tard lui racontera que justement au bord de la piscine, alors que ses parents avaient le dos tourné, Olivier Duhamel l'a saisie et l'embrasse à pleine bouche et qu'elle a quand même été plus que surprise. En 1986, quand Camille a 10 ans, son grand-père, le père de sa mère, se suicide. Oui, alors ce grand-père est une figure assez sombre de la famille qu'elle a très peu connue. Il était administrateur colonial et il est resté en poste sous le régime de Vichy. Il a donc été considéré comme un collaborateur. Il a dû se justifier après la guerre, mais il a été réintégré. Mais Evelyne Pizier, donc sa fille, a dit qu'il était pétainiste, qu'il était vichiste, maurassien. Il a donc une image extrêmement négative dans la famille. Et sur le tard, il se suicide avec une arme à feu. Il ne voulait pas vieillir, mais ce qui a été très difficile pour Camille, c'est qu'elle l'avait rencontré peu de temps avant et elle le connaissait peu. Donc voilà, à peine elle rencontre vraiment son grand-père et il se tue. Sa grand-mère, Paula, était séparée de cet homme, elle le détestait. Elle était comment, Paula ?
C'est une pionnière du féminisme, quelqu'un qui a été très courageux, qui a divorcé 2 fois du même homme, pour divorcer mieux, dit-elle. Une femme très rigolote, très énergique, qui a beaucoup œuvré pour que ses petites filles soient, elles aussi, un petit peu à leur manière des révolutionnaires. Et cette femme, Paula, se suicide à son tour 2 ans plus tard, en 1988, en ingérant des médicaments. Camille va alors sur ses 13 ans et c'est un drame qui anéantit sa mère, Evelyne. Elle voit sa mère s'effondrer psychiquement totalement après cette mort. Evelyne Pizier sombre dans l'alcoolisme, c'est ce qui est raconté dans le livre, et les années deviennent beaucoup plus noires à la fin des années 80. Et c'est quand Camille a dans les 14 ans, elle a un doute sur le moment précis que son frère, Victor, son frère jumeau, se confie à elle. Oui, elle parle de l'année 1988, elle s'en souvient parce que son propre père, donc Bernard Kouchner, était injoignable, n'était pas présent. Il venait d'entrer en fait au gouvernement de Michel Rocard, sous la présidence de François Mitterrand. Et effectivement, un soir, son frère se confie à elle. Qu'est-ce qu'il lui dit ? Il lui dit « Écoute Camille, je comprends pas ce qui se passe. Olivier vient dans ma chambre tous les soirs. On fait des choses, je crois que c'est mal, mais j'en sais rien. Il me demande de le caresser. Il y a aussi des choses qui vont plus loin, raconte Camille. Elle parle de fellation, donc de caresses. Et lui est complètement perdu. Alors il accepte, parce que c'est ce beau-père qui est une figure tellement aimée dans la famille, mais il est complètement perdu. Il se demande si c'est mal. Il ne témoigne d'aucun plaisir, mais il ne se sent pas capable de repousser cet adulte, qui est une figure aimée depuis très longtemps. Elle aussi, elle est perdue face à ça ? Elle est épouvantée, mais totalement perdue. Surtout que la première chose qu'il lui dit quand même, c'est « J'ai besoin de te le dire, mais j'ai aussi besoin que tu n'en parles à personne, pas même à maman. » Du coup, elle est complètement perdue avec cette information qui est incompréhensible pour une préadolescente. Et sa chambre est juste à côté de celle de Victor. Oui, elle en parle dans le livre avec une sorte d'épouvante comme un rituel, c'est-à-dire que tous les soirs, elle entend les pas de ce beau-père. Elle entend ce beau-père qui entre dans la chambre de son frère. Elle sait au bout de peu de temps ce qu'il y fait. Mais ensuite, le beau-père vient toujours dans sa chambre à elle pour lui dire « Bonne nuit, ma chérie, tout va bien ». Elle comprend qu'il y a une sorte de pacte. Olivier Duhamel vient pour lui dire « Peut-être que tu sais ce que je fais, mais rien ne doit être dit parce que je suis le pilier de cette famille. » À ce moment-là, il a un rôle particulièrement important pour elle. Il est devenu une figure totalement paternelle. Il a presque remplacé Bernard Kouchner, puisque Bernard Kouchner est pratiquement invisible pour elle. Elle parle d'un héros déserteur. Il a des fonctions ministérielles. En plus, elle ne s'entend pas bien du tout avec sa nouvelle belle-mère, qui est donc Christine Ockrent. Donc, Olivier Duhamel, lui, a consacré beaucoup de temps aux enfants. C'est lui qui organise les vacances. C'est lui qui les écoute. Et effectivement, elle est perdue. Il s'agit de faits répétés ? Oui, parce qu'elle en parle comme d'un rituel. Elle se souvient comme un bruit très répétitif de ses pas dans le couloir chaque soir à la même heure. Elle ne sait plus si ça a duré plusieurs mois ou plusieurs années. Victor lui a donc parlé, mais il lui demande aussi de garder le silence. Il y a une énorme chape de plomb sur cette famille. On vient d'en parler, il y a déjà eu 2 suicides. Et il y a une mère qui est psychiquement fragile, qui a complètement changé, qui boit beaucoup. Et du coup, le pilier, c'est Olivier Duhamel. Et donc, ils sont terrifiés par un nouveau suicide. Du coup, ils décident de ne rien dire. Ils décident de protéger l'homme qui finalement s'occupe d'eux, mais qui est devenu un agresseur. Et ils vont donc garder le silence pendant des décennies. Que va devenir Victor en quelques mots une fois devenu adulte ? Victor a très bien réussi professionnellement. C'est quelqu'un qui est en vue dans son métier et il a eu 3 enfants. Et il s'est donc reconstruit. Et Camille, elle aussi, a réussi, on l'a vu. Camille elle-même fait des études difficiles. Elle passe un doctorat de droit et effectivement, elle devient mère de famille aussi. Camille Kouchner, devenue adulte, va encore en vacances dans la maison de Sanary. Elle cache sa colère envers Olivier Duhamel pour épargner sa mère notamment, mais elle se sent obligée de parler quand son grand frère, Colin, veut envoyer seul à Sanary son enfant de 2 ans. Oui, elle découvre au milieu des années 2000 que effectivement ce grand frère, qui n'est au courant de rien, va envoyer son fils qui est tout petit là-bas. Et pour elle, c'est tripal, c'est insupportable, elle ne veut pas. Et du coup, elle en parle à son frère jumeau en lui disant « ça n'est plus possible, maintenant il y a des enfants petits, il est encore là-bas, on ne peut plus se taire ». Est-ce que le grand frère, Colin, est surpris ? Il n'est pas si surpris que ça, parce qu'il se souvient que quand il était enfant, dans ces périodes où ils étaient nus au bord de la piscine, son beau-père, donc Olivier Duhamel, lui avait un jour mesuré le sexe avec un double décimètre et qu'il en avait été quand même choqué. Quelque temps plus tard, quand Camille Kouchner, qui est déjà mère, va avoir son 2e enfant, elle pousse son frère jumeau à parler cette fois
à leur mère, Evelyne. Elle se dit que ça n'est plus supportable et que ce secret de famille doit éclater au moins dans leur univers proche. Comment réagit sa mère ? C'est sans doute le passage le plus dur du livre, parce que sa mère, d'abord, lui en veut. Elle lui en veut à la fois de n'avoir rien dit, elle lui en veut de n'avoir pas protégé son frère, c'est ce qu'elle dit, et elle se considère ensuite comme étant elle-même la victime. Pourquoi ? Evelyne Pizier, curieusement peut-être pour nous, fait part d'une forme de jalousie. C'est une période où elle-même était très dépressive. Et au fond, elle est presque furieuse de voir qu'il y ait eu une telle complicité, une telle relation entre ses enfants et leur beau-père. Elle se sent exclue de cette relation. Mais surtout, elle minimise les faits. Et alors qu'elle est quand même leur mère, elle dit au fond, les fellations, c'est pas si grave. Il n'y a pas eu de pénétration. Et Olivier Duhamel ne dément pas à ce moment-là. Il reconnaît les faits, mais le couple d'ailleurs va sans cesse chercher à expliquer que c'était pas si grave. Par exemple, à un moment, il se pose la question, est-ce que vous êtes sûr les enfants que c'était vraiment 13 ou 14 ans, c'était pas plutôt 15 ans ? Comme si c'était moins grave. Comment réagit Bernard Kouchner quand son fils finit par tout lui raconter ? Il est furieux, il tombe des nues et il dit « je vais aller lui péter la gueule ». Mais son fils lui demande de ne pas le faire et de ne surtout rien dire parce que ce fils, donc appelé Victor dans le récit, est encore dans une démarche de ne pas rendre l'affaire publique. Evelyne et sa sœur Marie-France ne sont pas du tout d'accord sur la conduite à tenir. Marie-France Pizier est la seule personne de l'entourage proche qui va être totalement du côté de la victime et des jumeaux, qui va essayer de faire éclater l'affaire. Elle en parle à des amis, elle en parle à beaucoup de gens autour d'elle, et sa sœur ne le supporte pas et ne veut plus la voir. Yves Jéglé, Camille Kouchner précise dans son livre qu'à cette période, déjà, des dizaines de personnes sont au courant de ces faits. Oui, elle dit qu'à partir de 2008, c'est devenu un secret de polichinelle, en tout cas pour leur milieu. Et d'ailleurs, elle s'en prend dans son livre à ce qu'elle appelle la gauche caviar, qui était à l'origine la gauche révolutionnaire, mais qui a profité du pouvoir. Elle parle d'un certain milieu de Saint-Germain-des-Prés, où les gens ont préféré se taire parce qu'ils étaient très fiers de connaître des gens importants, comme Olivier Duhamel, qui était vraiment le conseiller des puissants. C'est dans cette résidence de Saint-Cyr-sur-Mer que Marie-France Pizier, figure du cinéma d'auteur, est décédée au cours de la nuit. Timothée Boutry, Marie-France Pizier sera retrouvée morte noyée dans sa piscine dans le Var le 24 avril 2011 dans des circonstances troubles. Il y a une enquête et les gendarmes découvrent cette affaire de violence sexuelle. C'est une enquête pour recherche des causes de la mort et à la faveur de cette enquête, ce secret va émerger. Dans son livre, Camille Kouchner explique que c'est la découverte d'emails entre Marie-France Pizier et sa sœur, Evelyne, qui va les mettre sur la voie et sans doute aussi que des témoignages ont pu évoquer cette affaire. Et à partir de là, le parquet de Toulon va signaler au parquet de Paris ces faits et le parquet de Paris va donc à l'époque ouvrir une enquête préliminaire. Mais Victor ne veut pas poursuivre son beau-père. Victor, le frère de Camille Kouchner, est entendu par les policiers et il explique alors qu'il souhaite absolument pas porter plainte, qu'il n'a pas envie qu'on creuse cette histoire, qu'il a trouvé un équilibre et que vraiment ça en reste là. Olivier Duhamel ne sera pas entendu au cours de cette première enquête et du coup l'enquête de 2011 a été classée sans suite. Et du coup, le silence continue de s'imposer pendant des années. La mère de Camille Kouchner, Evelyne, sera emportée par un cancer en 2017 et c'est à elle que sont adressés les derniers mots du livre. Yves Jéglé, ce récit de Camille Kouchner fait forcément penser à celui de Vanessa Springora il y a un an, en janvier 2020. Vanessa Springora qui a dénoncé l'emprise qu'elle a subie de la part de l'écrivain Gabriel Matzneff quand elle avait 14 ans dans les années 80. Oui, ce qui est frappant, c'est que ce sont déjà deux livres qui paraissent pratiquement le même jour, à un an d'écart, qui produisent la même déflagration. Ce sont deux livres de libération de la parole de la part d'enfants victimes d'abus ou qui en tout cas ont assisté à ces abus et qui, devenus adultes, prennent la parole. Et ce sont des livres qui font vraiment bouger les lignes, qui font bouger la parole, qui participent de ce mouvement de MeToo. Camille Kouchner le dit que ce livre n'aurait sans doute pas été possible avant celui de Vanessa Springora, avant cette libération qui fait qu'aujourd'hui on peut entendre ces voix-là. Le parquet de Paris a ouvert ce mardi une enquête pour viol et agression sexuelle par personne ayant autorité sur mineurs de 15 ans. Olivier Duhamel, qui n'a pas souhaité s'exprimer sur l'affaire, a mis fin à ses fonctions dans les différentes institutions pour lesquelles il travaillait. Merci à Yves Jéglé et Timothée Boutry. Cet épisode a été produit par Raphaël Pueyo, Marion Botorel et Sarah Amni. Réalisation Julien Moncouquiol.
Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. N'hésitez pas à nous écrire, codesource@leparisien.fr. Si vous aimez Code Source, abonnez-vous pour être sûr de ne rater aucun épisode, sur Apple Podcast ou Google Podcast par exemple. Et puis dites-le nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée.